Bonjour à tous, bonjour les amis, l'Afterlap, le podcast du sport auto. On vous avait proposé une petite interview exclusive d'Emmanuel Epiro récemment. Après, on s'est offert une petite pause, mais vous nous en voulez pas. Et on se retrouve pour débriefer le rallye, la deuxième manche du championnat du monde des rallyes 2021, l'Arctic Rally, qui a été vraiment un beau spectacle. Et on va en discuter avec, il est là, vous le voyez, puisque c'est à la fois en audio et en vidéo cette semaine. C'est Guillaume Lafay, notre consultant WRC. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes et à tous. Ravi Comment de. tu vas? Eh ben ça va pas mal. Ça va pas Ouais, mal, hein. la Après santé. un bon week-end. La santé, pour le moment, on touche du bois, mais bon, ça va. Et puis un bon petit week-end à suivre l'Arctic Rally là justement. Donc voilà. Bon, alors, est-ce que tu es comme moi d'ailleurs, Guillaume? Et je te remercie encore de jouer le jeu de l'Afterlap et d'être officiellement maintenant notre partenaire, notre expert consultant sur le monde du rallye. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que moi, je te le dis tout de suite, quand j'avais appris que le rallye de Suède avait été annulé, j'avais pas versé 12 000 larmes parce que ces dernières années, j'étais pas complètement convaincu par ce rallye de Suède. Et quand j'ai appris surtout que ce rallye arctique, que j'ai commenté pendant des années sur Motors TV, tu sais ce que c'est, hein, au mois de janvier, il y a cette manche de l'Arctic Rally, où cette année, ça a aussi eu lieu, il y a Valtteri Bottas qui y a été. Ça m'a semblé tout de suite évident que ça devait être ce rendez-vous, le rendez-vous un peu hivernal de l'année. Qu'est-ce que t'en avais pensé, toi? Eh ben, je t'avoue que j'étais un petit peu comme toi. La Suède, c'est une manche qui a toujours fait rêver beaucoup de monde, de par l'enneigement, les conditions glacées, les murs de neige, etc. Mais ces dernières années, il y a eu tellement de difficultés à avoir de la neige et à chaque fois des doutes. Et même l'année dernière, avant malheureusement tout ce qui était dû au Covid, on n'était même pas sûr d'avoir la Suède parce que c'était clairement un rallye sur terre. Donc oui, effectivement, quand on a appris que c'était pas la Suède, mais qu'on allait beaucoup plus au nord et au-dessus du cercle polaire, ce qui est la première fois en fait dans l'histoire du WRC, c'est la manche qui a été la plus au nord de toute l'histoire du championnat du monde des rallyes. J'ai eu hâte. J'ai eu hâte aussi parce que pareil que toi, les vidéos des années précédentes, elles font rêver. Il y a des murs de neige immenses, les conditions glacées, hivernales, des températures annoncées qui pouvaient être de moins 20, moins 30 degrés. Ça faisait rêver. Et puis avec les aurores boréales aussi qu'on a pu avoir sur quelques photos, c'est juste magnifique. Donc c'est un rallye que j'attendais aussi avec impatience. Ah oui. On reverra la Suède l'année prochaine normalement au calendrier, mais je pense que l'Arctic Rally en tout cas a marqué quelques points. Exactement. On n'a rien, je le répète, contre nos amis suédois, mais là, c'est vrai que ça semble être le rendez-vous qui s'impose en fait et qui permet d'avoir tous les critères qu'on veut avoir une fois par an d'hiver effectivement et de cadre et de décor et de température et là on est sûr que ça sera bien au rendez-vous alors que la Suède effectivement ça fait plusieurs années que les conditions sont pas toujours remplies. Alors néanmoins moi j'ai toujours un peu l'impression que ces rallyes sur neige glace comme ça et c'était déjà le cas en Suède quand c'était une année normale. Moi, c'est ce que j'appelle des rallyes bobsleigh. Alors, tu me vois venir. Euh, le décor est fabuleux. Les images sont Ouais. exceptionnelles. Ça, on s'en lasse pas. Les vitesses, en plus, sont incroyables. Après, je vais te poser deux, trois questions techniques. Mais bon, là, je parle vraiment du contexte global. Mais en même temps, c'est toujours un peu la même chose. Quand à Monte Carlo, on passe de spécial en spécial, où on perd 30 secondes, où on a l'impression que tout peut arriver à tout moment, là, on est un peu sur des rails, entre effectivement des murs de neige, et les spéciales se succèdent un peu, et les écarts sont faibles, et j'ai pas toujours le sentiment qu'il y a un méga suspense sur ces rallyes hivernaux. Est-ce que je suis un peu injuste, selon toi? Alors, je dirais oui et non. Ça dépend vraiment des conditions, ça dépend des années, ça dépend de la température qu'il a fait sur les 15 jours d'avant, ça dépend de la température et de la météo le week-end même. Mais c'est clair que dans des conditions idéales, on va dire, où il fait très froid, où on a de la neige et une couche de glace suffisamment importante, les conditions sont assez similaires pour tout le monde et ça va se battre à la seconde, comme on a pu le voir, notamment sur la Power Stage, hein, qui Ouais. fait 22 km, je crois, et on a des écarts de 1 seconde de 8 sur les 6 premiers.
Donc vous ramenez ça au kilomètre, c'est juste hallucinant. Ouais. Après, comme on l'a vu, il y a toujours cette problématique de balayage sur les 2, 3 premières voitures, qui peut être encore plus grande quand les conditions sont comme vendredi, par exemple, où on a une température qui se radoucit un petit peu, donc la glace qui est moins vive, donc les premières voitures vont vraiment faire les traces et partir 7/8e sur la route, et ben c'est un très très gros avantage. Et là, ça creuse des écarts. Après, en ce qui concerne les murs de neige, où effectivement on voit les voitures qui s'appuient énormément dessus, là aussi ça va dépendre des années. On a vu cette année, tout le monde est parti à la faute, a eu une plus ou moins grosse frayeur. Ogier, notre Français, avec Ingracia se sont plantés dans la neige. Tanak a failli. Rovanperä a fait une petite erreur aussi. Loubet, enfin tous, ils y sont tous passés d'une manière plus ou moins importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces murs de neige, ils dépendent vraiment de la température et notamment de l'hiver qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on a pu avoir en Suède il y a 5-10 ans, où on avait des hivers qui étaient très enneigés, mais aussi humides, pas forcément très très froids, la neige, elle se compacte énormément. Elle est lourde, elle se compacte, et les murs de neige sont vraiment, oui, des murs de neige qui sont compacts. Alors que cet hiver, en Finlande, les températures ont été très 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 froides depuis le début de l'année. Il y a eu beaucoup de neige, mais une température très froide, de l'ordre des moins 20, moins 25 degrés, ce qui fait que la neige est restée très très friable en fait. C'était pas compacté, et pas d'humidité. Et donc en fait, c'était pas vraiment des murs de neige à certains endroits, mais c'était plutôt des tas de neige. Et on s'appuie pas forcément de la même manière sur un tas de neige que sur un mur de neige. Et malheureusement, ça a pu poser quelques problèmes et créer quelques pièges, justement, quand on arrivait trop vite, comme Ogier sur le dernier virage de samedi. Il arrive un peu trop fort avec l'arrière. L'arrière rentre dans le mur de neige, l'avant est propulsé à l'opposé dans le tas, et puis il s'enfonce, quoi. Donc voilà. Alors, je m'adresse toujours à l'ingénieur que tu es. Je rappelle que, effectivement, tu as œuvré et tu continueras d'œuvrer, on n'en doute pas, notamment en endurance et même en rallye. Donc, c'est pour ça qu'on te remercie vraiment de ta disponibilité. Ces températures qui étaient annoncées glaciales à moins 20, moins 15 et qui finalement ont été à 0, moins 5, maxi, j'ai l'impression. Bon. Alors, quels sont les comment dirais-je, avant qu'on détaille vraiment le résultat sportif, quelles sont les caractéristiques techniques qu'il faut prendre en compte pour le fonctionnement des moteurs, notamment dans ce genre de conditions? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, si on avait eu les moins 20, moins 25 degrés qui étaient annoncés et que pas mal de monde espérait, sauf les collègues sur place qui, du coup, étaient plutôt contents d'avoir des températures un peu plus chaudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces températures très très froides, déjà, elles posent des gros problématiques sur les voitures en termes de démarrage. On se rappelle plusieurs voitures, notamment les 206, qui restent bloquées parce que impossible de démarrer. Donc ça, c'est des choses qui maintenant sont extrêmement bien anticipées par les équipes. Donc ça, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème à ce niveau-là. Par contre, d'un point de vue moteur, j'allais dire, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce qu'on a un air qui est beaucoup plus dense. On n'a pas de problème de refroidissement et au contraire, on est obligé de masquer de manière très très importante les entrées d'air pour garder de la chaleur à l'intérieur du moteur. Donc c'est pour ça que vous avez vu pas mal de scotch, que ce soit sur les grilles avant qu'on peut voir sur ta photo ou sur les aérations au-dessus du capot. Il faut garder cette température moteur assez élevée pour pas rouler trop froid. Mais d'un autre côté, le moteur peut vraiment s'exprimer et donner sa pleine puissance. Alors le fait de boucher les aérations comme ça peut aussi poser problème parce que sur les routiers, par exemple, on va mettre des caches supplémentaires sur les radiateurs pour garder le moteur en température. Et ces caches, il ne faut pas oublier de les enlever avant le départ de la spéciale. Donc c'est pour ça que le copilote, en général, c'est sa tâche, c'est d'enlever les caches qui ont été positionnées. Et parfois, ils les oublient et ils sont obligés de s'arrêter en pleine spéciale, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans les précédentes éditions. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que un petit
comment dire, une petite sortie de route en début de spécial qui met de la neige plein la grille de radiateur, et ben c'est la même chose. Ça va empêcher l'air de refroidir le moteur et il n'est pas impossible que le pilote soit obligé de s'arrêter pour dégager la neige qui est sur la grille en milieu spécial si la spéciale est trop longue. Donc il y a ça. J'avais lu que plus il fait froid, plus il y a de grippe aéro. Tu Tout à confirmes? fait. Tout à fait. C'est le deuxième point sur lequel j'allais arriver, c'est que effectivement, quand il fait froid, l'air se densifie et on va avoir effectivement plus de grippe aéro, plus d'appui en fait qui va être créé sur la voiture parce que l'air va être plus dense, va plus coller la voiture au sol et donc effectivement plus il fait froid et plus cet appui va être important. Et donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte, notamment dans les tests, et aussi d'un point de vue cartographie sur les moteurs, puisque la densité de l'air, enfin, le nombre de molécules d'oxygène, on va dire, qui rentrent en compte dans l'explosion du moteur, hein, pour faire simple, va être beaucoup plus important. Donc, on va pouvoir mettre un peu plus d'essence. Et donc, un peu plus d'essence, un moteur un peu plus riche, on va pouvoir avoir plus de puissance, en fait, sur la partie moteur et donc vraiment modifier les cartographies pendant les essais pour pouvoir rouler avec des choses qui soient le plus efficaces possible. Bon, ben merci vraiment pour toutes ces explications, Guillaume. Si je voulais compléter pour finir ce sujet, c'est les pneus. Donc on sait qu'avec le nouveau manufacturier cette année, il y a peut-être des nouvelles donnes. Bon, moi j'ai lu, je te dis les chiffres tels que je les ai trouvés, 384 clous sur chaque pneu. C'est ça. Chacun de ces clous de 7 mm. J'imagine que c'est Combien, pardon? Ils font 20 mm en total et 7 mm qui sortent de la... C'est ça, oui, exactement, tu as raison. Et ce sont des chiffres, j'imagine, assez comparables à Michelin et leur spécificité ou... Oui. Il y a une seule différence entre les Pirelli et les Michelin, c'est que le Pirelli est moulé avec les clous. C'est-à-dire qu'on a un process, ce qu'on appelle de vulcanisation, et donc le clou est inséré à l'intérieur du pneu pendant la fabrication du pneu. Alors que chez Michelin, ce qui était fait, c'est que l'on avait des clous qui étaient collés à l'intérieur des pneus et donc qui avaient potentiellement tendance à un peu moins survivre, mais ce qui n'était pas forcément mauvais, notamment sur les dernières années où il y avait moins de glace, où justement, parfois, sur la Terre, il valait mieux avoir les pneus sans les clous que les pneus avec les clous. Donc, ouais, ok, bien intéressant. Si c'est pas du débrief, ça. Une chose importante, c'est que les pneus sont asymétriques. C'est-à-dire qu'une roue droite sera beaucoup moins efficace si elle est montée à gauche, donc, ce qui peut poser des problèmes en fonction des crevaisons, et c'est pour ça notamment aussi que les pilotes sont souvent partis avec 2 roues de secours, histoire d'en avoir une de chaque côté, en plus de pouvoir changer un train complet et avoir forcément plus de grippe sur une fin de boucle. D'accord, très bien. Bon, écoute, merci pour cette présentation technique globale. On part du principe que vous connaissez tous le résultat, donc là maintenant on va rentrer dans le détail, mais bon, effectivement, je voulais avoir cet éclairage avec toi, Guillaume, et je t'en remercie. Donc, si on détaille maintenant le résultat sportif, puisque donc on a tout suivi de A à Z, et c'est vrai que on peut remercier là nos amis de Canal+ et l'organisation du WRC Télé qui nous a proposé 6 spéciales sur 10 à la télé. C'est vrai que c'était appréciable. Là, on a vraiment vu une grande partie de l'action. Alors, c'est vrai, tu l'as déjà même évoqué tout à l'heure. On a souvent le sentiment que ce rallye, que ce soit Suède ou maintenant finlandais, arctique, est dicté en partie, et grandement en partie, par le résultat du Monte-Carlo. Alors évidemment que Sébastien Ogier ne va jamais renier une victoire au Monte-Carlo. On a compris que pour lui, c'était tellement important. Mais gagner au Monte-Carlo, pratiquement, ça veut dire échouer au suivant. Et ça a été de fait un peu le cas encore, non ? Oui, après c'est le règlement qui existe depuis des années et des années maintenant, que tout le monde fustige et que tout le monde remet un petit peu en cause en disant que c'est pas fair, c'est pas équitable pour tout le monde. Après, c'est comme ça, ils le savent, ils le savent. Cette année, ça a été encore plus pénalisant par les conditions du vendredi qui n'ont pas été aussi froides que prévu, puisqu'on avait même des températures qui étaient positives. Vendredi, on est monté jusqu'à plus 3, plus 4 degrés. Ouais. Donc forcément, Ogier et Ingrassia qui prennent 40 secondes dans la vue sur la première journée.
Bah après, voilà, la messe est dite, ils sont mal positionnés, ils finissent 7 ou 8e, je crois, donc ça fait qu'ils partent encore Mais oui, 3e sur la route le le cercle est lendemain. vicieux, ouais. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport, enfin de ce sport en tout cas. Mm. Et voilà, Non, non, mais on tant le que sait. Ça, c'est voilà. sûr, on le sait. C'est vrai qu'à chaque fois, on voit bien que Sébastien est frustré. Ça se voit, ça se sent, ça se ressent quand il s'exprime. Et là, bon, il a jamais pu, effectivement, on a le sentiment, se remettre dans une spirale positive après cette première journée qui lui a un peu cassé le moral, j'ai l'impression, parce que j'imagine qu'il avait imaginé 30 secondes peut-être de perte et c'était quasi le double. Et du coup, moi, je l'ai senti après, bah oui, vraiment, vraiment frustré, quoi. Et sa sortie, elle est, alors qu'on espérait qu'il pouvait sauver une 6e place. Je sais pas si tu y as cru, hein. Moi, on pensait que c'était Ouais, bon, que ça allait être pas si mal finalement. Mais non. bah, ça aurait pu faire quelques points en plus, Hum, effectivement. Alors oui, oui, certes, il est frustré parce que ça fait 40 secondes la première journée, et puis en plus, voilà, ce qui est bien pour le championnat, c'est que ça se densifie aussi un petit peu. hum, C'est-à-dire qu'avec 40 secondes de retard il y a 2-3 ans, il aurait pu être quand même 4e, voire 5e. Là, samedi matin, il repart, oui, 7e ou 8e, je crois, ou hum, quelque chose comme ça. Donc avec des très très belles performances d'autres pilotes qu'on pourrait avoir, hein, mais un Craig Breen impressionnant, un Katsuta aussi qui hum. fait des super temps. Oui, il pouvait viser la 5e place si justement Katsuta le laissait passer. Oui. Après, c'est clairement pas à la hauteur de ses espérances. Enfin, cette saison encore plus que toutes les autres, tous les points sont bons à prendre Mhm. quand il se présente. Donc voilà, certes, c'est une très très mauvaise opération pour lui parce qu'il est sorti de la route. Après, on sait qu'il a l'habitude, c'est un peu comme Loeb d'en faire une par année. Oui. On espère que voilà, cette fois, c'était le bon rallye pour le faire en tout cas. Oui, oui, t'as raison. Ouais. Donc voilà. Alors, autant on se doutait que ça allait être difficile pour Sébastien, tout en lui souhaitant le meilleur résultat possible, mais bon, bah, il n'y a pas une miracle, j'ai envie de dire. Bon. Autant, est-ce que la victoire de Tanak, pour toi, était annoncée? Alors, elle était prévisible. Mhm. Elle était prévisible, annoncée, je sais pas. Moi, en tout cas, comme tu le sais, la dernière fois, j'avais mis toutes mes économies sur le petit cadet Roman Perra qui Oui. a fait une belle course, qui finit deuxième. Je t'avoue que Tanak, je l'avais un petit peu oublié. Je l'avais un peu oublié, mais bon, c'est pas surprenant. C'est pas Ouais. surprenant. Il avait besoin de se remettre dedans tout de suite, de remarquer des gros points après son 0 pointé au Monte-Carlo. Et puis très clairement, il avait tout pour réussir lui aussi, hein. Mm. Il part 8e ou 9e sur la route le premier jour, qui était finalement la position de départ idéale, puisqu'il avait toutes les traces, il avait presque plus de glace sur la route. Et puis après, il a maîtrisé de main de maître l'ensemble du rallye, hein. Je crois qu'il gagne 5 spéciales Oui. sur 10. Euh, voilà, rien à dire, à part la chaleur qui se fait le Mm. samedi matin, mais sinon, c'était maîtrisé de main de maître de bout en bout. Hyundai qui a très très bien préparé ce rallye aussi. Mm. Tous les pilotes ont été extrêmement performants. Euh, voilà, un sans faute Ouais, de ouais. Tanak, un sans faute de Hyundai aussi. Euh, Oui, oui, là, il a retrouvé le sourire, hein, Adamo, parce que ça avait été la soupe à la grimace après le Monte-Carlo, avec des mots très durs sur son équipe. Oui, non, je crois que Tanak nous a rappelé que, bah oui, après tout, n'est-ce pas, c'est bien un champion du monde, et qu'effectivement, il est arrivé chez Hyundai pour un peu remener cette équipe, et qu'effectivement, il avait une obligation. Alors, c'est vrai que c'était prévisible, mais encore fallait-il rebondir après un Monte-Carlo, évidemment, plus que décevant, et il l'a fait de main de maître. Donc, oui, non, je crois qu'on ne peut que dire chapeau bas, 14e victoire dans sa carrière, il a été le patron. Euh, Est-ce que tu dirais que Thierry Neuville et Craig Breen ont subi un peu la loi de l'Estonien, je veux dire, dans la hiérarchie un peu inter-Hyundai, ou tu estimes qu'il y a non, d'autres raisons? non. Je pense que c'est une connaissance du terrain, une spécialisation des pilotes nordiques sur ces types de terrains, routes très très rapides, sur la neige, sur terre, comme on peut avoir en Finlande, avec des rallyes vraiment en 3 dimensions. Donc non, non, je dirais pas ils ont fait leur course, ils ont été très performants. Breen, d'autant plus impressionnant que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas Ouais. roulé. On le connaît, on sait qu'il est très à l'aise dans ces conditions-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'Adamo lui a demandé de faire ce rallye. Il avait déjà fait des podiums en Suède.
Donc non, un très bon résultat d'ensemble de Hyundai. Il marque des gros points aussi dans la Power Stage pour le classement constructeur. Euh, non, Neuville plutôt bien aussi dans la norme. Il continue sur sa bonne lancée du Monte-Carlo. On aimerait peut-être un petit peu plus de panache, mais bon, c'est clairement pas un rallye sur lequel il comptait, je pense, pour la victoire. Donc il marque des gros points et puis tout se resserre en tête du championnat. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr. Donc voilà. On sent quand même avec les déclarations d'après-course que Rovanperä finalement l'a un peu mauvaise. Alors est-ce que c'est parce que Sébastien Ogier l'avait un peu lui-même l'avait mis en avant en disant que c'était lui qui avait la meilleure carte à jouer chez Toyota, qu'il avait des arguments à faire valoir sur ce genre de terrain dans son pays, tout ça, tu vois ce que je veux dire, et qu'effectivement on l'attendait. Lui-même s'est vu peut-être un peu plus beau qu'il n'a été au final. Alors, il est deuxième à 17 secondes 5. Moi, j'ai envie de dire, c'est formidable. Mais je sais pas si t'as vu, il a fait une petite déclaration où il estime que chez Toyota, on n'a pas complètement bien géré ou préparé ce rallye. Je sais pas si t'as vu ça. Bon, il y a un petit peu de frustration aussi de la part de Kalle Rovanperä. Ouais. Ouais, alors frustré, je ne sais pas s'il est frustré parce qu'il fait un très très beau rallye quand même. Donc oui, il finit deuxième. Je crois qu'il gagne la Power Stage aussi. Donc voilà, c'est un très très beau résultat d'ensemble. Après, c'est vrai qu'il était presque le favori. Ouais. Tout le monde le voyait plus ou moins gagner. Il a été en délicatesse avec sa voiture tout le week-end. Apparemment, des commentaires qu'il faisait, il n'était pas à l'aise, il ne retrouvait pas les conditions des essais justement qui lui permettaient de partir très très confiant. Alors après, en termes d'essais, il y a eu des choses différentes qui ont été faites par Hyundai et Toyota. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais Hyundai a fait le choix de faire des essais plutôt dans la région de Rovaniemi, là justement, Oui, pour avoir les conditions les plus proches possibles du rallye, alors que Toyota, eux, sont basés plutôt sur Jyväskylä, oui, chez eux. leur camp de base, voilà, tout à fait, puisqu'ils avaient la possibilité de faire un peu plus d'essais, justement, du fait qu'ils étaient dans leur périmètre autorisé. Mais bon, ils ont été obligés d'arroser les pistes pour les glacer. Puisque les températures étaient un petit peu plus basses, donc voilà, ils ont eu des conditions qui étaient peut-être au final pas forcément très très similaires à ce qu'il y a eu sur les dernières semaines, donc ce qui explique peut-être un petit peu différentes choses. Chez Hyundai, on a vu aussi ils avaient très très bien anticipé les choses, puisque j'ai su qu'ils faisaient même des sessions sans certains appendices aérodynamiques. Où ils enlevaient typiquement les petites ailettes à l'avant ou le spoiler à l'arrière, pour anticiper un peu aussi les appuis sur les murs de neige qui détériorent ces appuis aéros. Ah, on les a bien vus, oui. Ouais, donc voilà, c'est peut-être une préparation qui a été un peu mieux menée chez Hyundai. Pareil, sur la partie cartographie moteur, même si on se rend compte que sur les vitesses de pointe, Toyota était un petit peu au-dessus, puisqu'il était, je crois, en vitesse de pointe à 200 pour Kalle Rovanperä, alors que le maxi, ça devait être 196 km/h chez Hyundai. Mais peut-être une vitesse de pointe un peu moins élevée, mais qui favorise aussi les sorties de virage. Voilà, il y a des choses qui ont été travaillées et on se rend compte que, et puis même en voyant ce qui a été fait par Oliver Solberg et même Pierre-Louis Loubet sur quelques chronos, les Hyundai étaient clairement au-dessus des Toyota ce week-end. Ouais. Justement, tu en parles et j'allais te poser la question. Moi, j'avoue qu'Oliver Solberg m'a épaté. Ouais. Alors évidemment, au final, il fait que 7 avec cette erreur dans la Power Stage spectaculaire, mais qui est peut-être révélatrice. Mais en tout cas, bon, là, il peut être déçu parce qu'il a perdu des places. Mais moi, il m'a épaté. Attends, là, si c'est pas crever l'écran, ça, je sais pas ce que c'est. Il a épaté tout le monde, je pense. Chez Hyundai en premier. Chose importante et intéressante à savoir, il y a pile 22 ans à la semaine près, c'était le premier rallye en WRC officiel de son papa, Peter Solberg, sur la Focus au Safari. Voilà, pile 22 ans après, c'est un joli clin d'œil que ce soit le premier rallye en WRC d'Oliver Solberg. Super rallye. Rallye, super intelligent du début à la fin. Il a attaqué quand il le fallait, il a été régulier, il a fait des top 3.
Tout le monde attendait effectivement Rovanperä. Il a répondu aux attentes, mais Solberg a été celui qui a crevé l'écran, très clairement. Ouais. Et du coup, il devient le plus jeune pilote à marquer des points en WRC. Donc il détrône Kalle Rovanperä. Eh ben oui, t'as raison, bien sûr, c'est vrai, oui, tout à fait. Chose intéressante à noter aussi. Mais oui, en plus avec une Hyundai qui est de chez de ces compétitions, les Français, Cocorico aussi, Oui. mais qui n'est pas la dernière évolution de la voiture. Donc non, un très 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 beau rallye, Ouais. en plus qui n'a pas été facilité par le fait que au dernier moment il change de copilote. Puisque Aaron Johnson, son copilote habituel, a malheureusement contracté le Covid juste avant le rallye, donc il a dû changer de copilote avec Sébastien Marchal, qui s'est très très bien habitué, Ouais. puisqu'il a énormément l'habitude de Hyundai, des WRC, mais ouais, impressionnant. Ah Non, oui, dommage oui, non, bah cette attends. petite faute à la fin, mais... Ouais, non, quand tu rappelles tout ce contexte, fallait le faire. Alors c'est vrai que dans la série Les Fils 2, tu as Rovanperä, tu as Solberg, et j'avoue que les deux là, on peut penser que ce sont évidemment deux méga têtes d'affiche pour les années à venir. Mais effectivement, il y a aussi Pierre-Louis Loubet. Alors un peu plus en dents de scie, je dirais, ce rallye. Nous, évidemment, j'ai envie un peu de le mettre en avant aussi, Pierre-Louis, parce que c'est valeureux là ce qu'il fait depuis un mois. Monte-Carlo, pareil, on l'avait vu se mettre en évidence. Tu estimes que le bilan est quand même positif? Positif, je sais pas. Mhm. On va dire mi-figue, mi-raisin. Ouais. C'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un entre les deux. Je Mhm. dirais, il y a eu des bons temps. Il y a eu clairement une belle expérience de prise aussi. Après, c'est vrai qu'il crève assez rapidement dans le rallye. Crevaison d'ailleurs qui est due très certainement à un bout de carbone qui avait été laissé, une ailette, un peu comme on peut le voir en Formule 1 parfois, Oui. mais là qui avait été laissé par les concurrents d'avant, sur lequel il a roulé. Le deuxième jour, casse de turbo, donc pas de chance. Et puis le troisième jour, hier, on le voit, il sort dans la power stage parce qu'il avait un petit problème moteur, il se déconcentre, il regarde un peu le tableau de bord Ouais. s'il n'y a pas une alerte, Il n'y a plus qu'un virage. Oui, et puis non, il fait, ouais. il fait cette à queue. Donc, ce qui n'est pas idéal pour bien finir le rallye et repartir en pleine confiance. Mhm. Je pense qu'il s'attendait à mieux. Mais bon, ça reste un rallye solide qui lui permet de consolider un peu son expérience, de montrer qu'il est là. Il fait quand même des temps qui sont largement au-dessus des Ford. Peut-être qu'on peut en discuter, Oui, je vais te poser la question juste après. mais voilà, après, ouais, mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ouais, d'accord, ok, non, non, mais écoute, c'est franc et il n'y a pas de langue de bois dans l'Afterlab, ça, on le sait. Même si on ne critique jamais gratuitement, c'est toujours Ah non, analysé, c'est exactement ce que tu viens de faire. Alors Ford, oui, bah oui, parce qu'on va passer en revue tout le monde, mais là, on arrive à la fin. Bon, bah Ford, moi, écoute. Mon avis, j'aime bien Suninen parce que bon, ce côté un peu monolithique, un peu brut de fonderie, c'est tellement finlandais si j'ose dire que bon, et puis bon, je pense quand même qu'il a une vraie valeur Suninen, même s'il a huitième, c'est décevant. Moi, je suis très déçu par Greensmith. Alors, je suis peut-être très injuste, mais je vois pas ce qu'il apporte à part une nationalité, à part peut-être effectivement des choses qu'on sait pas. Bon, je suis vraiment déçu. Là où les Rovanperä, les Solberg et Loubet quand même se mettent en évidence, un Greensmith je le vois jamais se mettre en évidence. Alors est-ce que je suis très méchant? Est-ce que tu nuancerais un petit peu plus ce bilan M-Sport? non, je ne nuancerai pas parce que c'est clairement décevant et je pense qu'on le voit d'ailleurs sur la caméra qui a été fixée sur Richard Milner et Oui, Malcolm Wilson à l'arrivée de la Power Stage hier. ouais, Voilà, le t'as rallye raison. se finit, le rallye se finit. J'ai peur que la saison soit très longue pour Mhm, M-Sport. J'ai peur mhm, que la saison soit très longue. Effectivement, Greensmith, si, on sait ce qu'il apporte. oui, Voilà, c'est un financement. mhm. C'est ce qui permet peut-être à M-Sport d'être présent cette année. Parce qu'avec le contexte de l'année dernière, je pense que les finances sont peut-être pas forcément reluisantes pour engager en tout cas une écurie officielle. Donc on espère que la reprise des rallyes, et en parlant de ça, on espère que le championnat de France pourra avoir lieu aussi, ce qui permet à des équipes comme M-Sport tout simplement de vivre, puisqu'ils vivent de la Mhm. vente de voitures, de l'exploitation de leurs autos sur tous les championnats nationaux et internationaux. Donc oui, Greensmith, clairement, il apporte du financement. Moi, clairement,
Que dire de plus? C'est un Ouais. pilote payant, il n'a pas le niveau. Mais voilà, il en faut, il y en a toujours eu, il en faut. Il permet effectivement à Suninen et à Adrien Fourmeau d'avoir une voiture qui va être à leur disposition sur cette année. Et puis après, Suninen, je pense que très clairement, lui, ce qui lui fait défaut, c'est que la voiture, elle commence à être vieillissante. Je pense même qu'ils ont arrêté le développement là sur cette année Ouais. pour se fixer tout de suite sur 2022 et assez clairement les discours qu'il peut y avoir au sein de l'écurie britannique, c'est que on mise tout sur 2022 en essayant d'attirer un très gros poisson. Malcolm Wilson a mentionné il y a 2 semaines, je crois, qu'il espérait très clairement en récupérer un Haut Tanak, un Thierry Neuville ou un autre très très gros calibre pour développer cette voiture hybride. Donc je pense que la saison va être longue. C'est dommage. Ouais. Mais j'espère qu'il va y avoir des gros coups d'éclat, notamment d'Adrien Fourmeau en Croatie, qu'on va voir sur la WRC pour la première fois. Mais bon, faut pas compter sur Greensmith. Suninen sera capable de coups d'éclat, mais il sera toujours à la limite et toujours à la merci d'une sortie comme au Monte-Carlo. Donc voilà, ça va être long. Ça va être long, je pense. Ouais, tout à fait. Alors, je voulais te poser une question pour conclure vraiment sur ce résultat sportif sur le WRC2. Parce que quand on voit, écoute, que Lapie gagne devant Mikkelsen, attends, il y a encore quelques mois même, ça aurait pu être une tête d'affiche du rallye en WRC. Je veux dire, Lapie qui gagne, il revient, il est là, et puis Mikkelsen, c'est ton pote, comme je disais l'autre fois, enfin bon, tu le connais. Alors, t'es peut-être déçu que Mikkelsen n'ait pas enchaîné sur sa victoire du Monte-Carlo, mais dans l'absolu, super tête d'affiche, hein, Lyon. Lapie devant Mikkelsen. C'est Lapie qui chante aujourd'hui. Ah, excellent. Je sais que t'aimes bien ce genre de petits traits d'humour. Mais non, que Lapie gagne, je suis aussi content pour lui parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, notamment sur le rallye de Finlande il y a quelques années en arrière. C'est un super gars avec son copilote, ils sont top. Mais oui, ça montre clairement le manque de place et de baquet qu'il peut y avoir dans le WRC, et puis des questions qu'on peut se poser sur le futur. On pourra peut-être en discuter à un autre moment, mais autant le WEC aujourd'hui a un futur brillant, autant le WRC, on a tendance à se poser un petit peu quelques questions sur 2022, sur la suite, avec l'hybridation, etc., qui va pouvoir vraiment se permettre de faire ça. Donc oui, des baquets qui manquent. Lapie, c'est un Top Gun. Mikkelsen, c'est un Top Gun aussi. Il y en a énormément d'autres en WRC2. Moi, Baby, j'aime bien, effectivement. Baby, c'est un futur grand. D'ailleurs, les trois que tu cites, ils sont dans le même team de management. Donc, tu vois. Effectivement. Mais voilà, il y a de quoi faire. Par contre, en termes de performance, c'est vrai que j'ai été surpris de voir que Lapie soit autant devant Mikkelsen. Parce qu'il n'y a pas eu match. Non. Il n'y a pas eu match, hein, très clairement, et Andreas a été le premier déçu de voir l'écart qu'il y a pu y avoir avec Lapie. D'un autre côté aussi, il jouait pas tout à fait les mêmes choses. C'était un one shot pour Esa Pekka, donc lui, il est parti full attaque dès le départ. C'est son rallye, il est excellent sur ces conditions-là. Et Mikkelsen, lui, par contre, avait le championnat à jouer, donc voilà. Après, il n'y a pas eu vraiment de surprise, quoi. Ouais, tout à fait. Pour conclure, Guillaume, je voudrais qu'on évoque Anu Mikola, qui nous a donc quitté ce week-end. Tu avais... Ouais. Je voulais en parler, effectivement. Alors, à mon niveau, tu sais que j'en ai parlé récemment dans l'Afterlap, l'épisode 74, si je ne m'abuse, consacré au Rallye Monte Carlo 79, où j'ai raconté cette nuit exceptionnelle et cette victoire immortelle de Bernard Darniche, bien sûr. Même s'il bat Björn Valdegarde de 6 secondes au final, on se souvient que c'est Anu Mikola qui avait été le premier leader de ce rallye, et tout s'était effondré pour lui. Là, je reprends mes petites notes, à la spéciale 19, où il avait eu une crevaison, une sortie de route. Mais c'est lui qui dominait le rallye Monte Carlo 79 avant d'être retardé dans cette spéciale. Et puis en plus, je sais pas si tu te souviens, il avait été pénalisé de 5 minutes pour une infraction en liaison. Je pense qu'il avait dû aller un peu trop vite, et voilà, les commissaires monégasques l'avaient vraiment sanctionné. Bon, moi, Anu Mikola, c'est un champion du monde de rallye. J'ai toujours adoré son nom, Anu Mikola. Je trouve que ça sort de l'ordinaire. C'était évocateur. Champion du monde 1983, donc peut-être on est un peu jeune pour s'en souvenir véritablement.
immanquablement, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as effectivement une pensée ou quelque chose à dire sur ce grand monsieur du rallye qui nous a quittés? Ouais, alors déjà, je te remercie pour ton épisode que tu avais fait juste avant le Monte-Carlo, parce que je veux pas te dire que ça me rappelle des souvenirs, parce que j'étais pas né, ni en 83 non plus, donc Oui. donc voilà, non, mais ça fait partie des pilotes légendaires, ça fait partie des groupes B qui ont fait rêver énormément de monde, et puis même moi, ma génération, quand on voit ces images des groupes B, c'est juste magnifique. L'ambiance qu'il y avait sur les rallyes, ça change des huis clos qu'on peut avoir là aujourd'hui, hein, mais non, c'est une légende. Et puis on a vu tous les hommages qui ont été rendus ce week-end à cette grande personne du rallye, notamment Michel Mouton, qui explique qu'il a été son mentor chez Audi, que c'est grâce à lui qu'elle a pu aussi s'exprimer autant, qu'il partageait tous les réglages. C'est lui qui lui a appris le frein du pied gauche. Voilà. Et puis ouais, un grand monsieur du rallye, champion du monde 83, comme tu le rappelles. Voilà, Jean-Todt en copilote, souvent. Ouais, aussi. Et puis un nombre de marques incalculables sur lesquelles il a pu courir et performer. C'est ça qui est aussi un peu impressionnant. C'est quand on regarde toutes les voitures sur lesquelles il a été performant, cette capacité d'adaptation, c'est ce qui fait les grands rallyman, très clairement. C'est de pouvoir s'attacher à tout ça. Voilà. Donc effectivement, il fallait que nous en parlions aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Un épisode encore copieux. C'est vraiment très sympa, Guillaume. Donc dès qu'on pourra, dès que un rallye se sera disputé et que éventuellement il n'y a pas eu un Grand Prix de Formule 1 par exemple au même week-end, j'essaierai de t'appeler et on essaiera de refaire des épisodes comme ça pour suivre cette saison WRC, parce que toi évidemment t'as ça dans le sang et professionnellement ça c'est sûr. Moi tu sais que j'ai aussi couvert le WRC ces 6-7 dernières années et que évidemment ça m'est très cher, parce que j'ai toujours dit si on doit faire découvrir le sport automobile à des personnes qui n'ont jamais vu une voiture de course rouler, je les emmènerai à Silverstone en Formule 1 sur l'enchaînement Beckett, Maggots, tout ça, où là moi j'ai été bluffé quand j'ai vu ça en vrai pour la première fois, ou je les emmènerai sur du rallye pour voir passer effectivement, même si c'est qu'une Hyundai i20 et que c'est pas le modèle le plus impressionnant je trouve de ce constructeur, mais voir Thierry Neuville passer sous nos yeux à 108 km/h sur une route où nous-mêmes on irait qu'à 40, ça défie l'entendement. Donc le rallye c'est génial. Donc voilà pourquoi on veut en parler dans l'Afterlap. T'es d'accord, hein? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord. Sans oublier l'ambiance magnifique des 24 heures du Mans aussi, qui est quelque chose à vivre. Mais voilà, tout à fait. Il y a de quoi s'amuser en sport auto. Ah oui, l'ambiance des 24 heures, t'as raison. Le départ et l'arrivée, c'est des moments magiques. Il faut connaître ça une fois dans sa vie. On est parfaitement d'accord. De toute façon, c'est notre passion. Donc voilà, on va pas se refaire, Guillaume. La passion du sport auto, elle nous est chevillée au corps et elle s'exprime toutes les semaines dans l'Afterlap, le podcast du sport auto. www.afterlap.com. Vous avez peut-être vu, il y a des petits changements ergonomiques. Puis bientôt, je vous annoncerai une nouvelle par rapport à la reprise de ce podcast sur d'autres plateformes. Bref, ça bouge, ça va de l'avant. Et Guillaume, on est vraiment très content de t'avoir parmi nous. Et une fois de plus, tu nous as bien éclairé là et c'était très intéressant. Écoute, c'est un plaisir. Et puis, si vous voulez retrouver toutes les petites miniatures de Anu Mikola, et aussi celles qui sont à venir de Thierry Neuville, Sébastien Ogier et Oliver Solberg, puisqu'on va en avoir quelques-unes aussi dans le futur. On est toujours présent à Auto Mini Racing, donc une exposition permanente sur Saint-Etienne qui est en cours de construction. Donc toutes les infos sur Auto Mini Racing, Facebook, Instagram, notre site internet. Voilà, et puis donc ça me permet de faire un petit bonjour à tous les bénévoles qui œuvrent dans cette association. Et puis en tout cas, je te remercie LFB pour ton expertise et puis pour tout ce que tu apportes aux passionnés du sport auto que nous sommes. Il n'y a pas de quoi. C'est fort agréable de pouvoir discuter avec toi et à ta disposition pleine et entière. Bon, écoute, on se donne d'ores et déjà rendez-vous. On va étudier le calendrier, mais évidemment, on va suivre ça très attentivement. Guillaume, je te souhaite une bonne semaine. Porte-toi bien. Et puis, écoute, le rallye de Croatie à venir, intéressant. Nouveau rendez-vous aussi, asphalte, ça va nous intéresser tout ça. On a hâte de voir comment ça va évoluer. C'est un peu de temps à attendre, malheureusement, avant ça. Et on espère. Oui, il y a 2 mois quasiment. Mais il y a 12 points, je le rappelle, entre le premier, Romain Perra, qui est donc en tête du championnat,
Kader Rovanperä en tête du championnat, 4 points d'avance sur Neuville, 8 sur Ogier Evans, 12 sur Tanak. Bon, t'as compris, tout est remis un petit peu au niveau là, et là, les batailles vont être phénoménales avec des outsiders comme Oliver Solberg, on l'espère, ou Breen, je sais pas. Enfin voilà, non, il va y avoir des choses à dire. Bon, allez. J'ai hâte. Ouais, allez, on se quitte. Merci pour tout, Guillaume, et à très bientôt. Salut à tous. Salut, ciao.